partager des choses par rapport à ce que vous venez de voir. Si vous avez des questions aussi. Donc il y a Nicolas et Bibouche qui va nous donner un coup de main. Voilà, donc il y a 2 micros qui vont circuler dans la salle. J'aime bien ce moment parce qu'en fait c'est souvent le moment où vous atterrissez en fait après le film. Et voilà, profitez de ce moment. C'est pas tout le temps qu'il y a des réalisateurs ou des cinéastes en fait qui sont là pour parler de leur travail. Une question ? Bonsoir, je m'appelle Kembe. Je voudrais savoir c'est quoi la tranche d'âge des enfants qui étaient dans le film. En fait, ils ont pour point commun d'être. C'est tous des collégiens. Donc il y en a qui sont à l'époque du film, ils avaient entre 11 ans et 16 ans. Naïla, qui parle de Mickaël, a 11 ans, elle est en 6e. Mariama, qui est choisie en dernier en sport, là, qui raconte ça aussi. Et après les autres, les grands, je les ai filmés, en tout cas quand ils parlent, juste avant qu'ils rentrent au lycée. Mais il y en a 2 qui sont revenus un an après. En fait, on a gardé leurs habits pour qu'ils soient raccords. Et on a mis 1 an à trouver l'argent pour pouvoir tourner le reste du film. Et donc Régis, qui a le nœud papillon, et Aïssatou, qui n'arrive pas à dire son nom, ils sont revenus 1 an après. Aïssatou parce que comme elle était très intimidée et puis elle était fatiguée au bout de 3 heures, elle a voulu arrêter, et donc je lui ai dit tu reviendras, et elle est revenue 1 an après. Donc des fois d'un plan sur l'autre, en fait il y a 1 an d'écart, mais ça se voit pas avec la lumière, avec le pison, ça va, ils ont pas trop changé. Il y en a un qui a beaucoup changé, c'est Aaron, mais on avait tous gardé leurs habits. Et Aaron, c'est lui qui rêve qu'il est président de la République à la fin. Et lui, il est grand comme ça maintenant. Donc il avait son sweat, il lui est arrivé là. Donc il voulait pas le mettre. Et il a mis un t-shirt en dessous, un grand. Mais bon, il y a que Aaron, il apparaît dans d'autres scènes, des scènes de groupe, mais on fait même pas le rapprochement que c'est lui tellement il a grandi. Mais les autres, c'était important, quoi. Régis et Aïssatou, que ça soit. Voilà. C'est aussi pour ça qu'Aïssatou, on a l'impression qu'elle change, qu'elle s'ouvre pendant le film. Parce qu'elle a grandi, parce qu'il s'est passé 1 an, parce qu'il y a eu le film, parce que... Et après, par rapport à l'âge, il y en a aussi que je connaissais depuis longtemps, mais qui étaient plus grands et qui sont revenus pour le film. Je parle de tous. Mais moi, je triche un peu, mais je trouve que c'est assez... Comme mon principe, c'était d'essayer d'être dans la tête des enfants, et tout est de leur point de vue. Comme il y a des grands qui sont en fait plus grands que des 3e, mais je trouve que quand t'es petit, quand t'arrives en 6e, t'as cette impression que c'est des géants les 3e, quoi. Donc ça joue aussi un peu avec ça, les différences. C'est un petit peu exagéré, mais je pense que dans le regard d'un 6e, c'est ça qui se passe. C'est des Golgoth, les grands, quoi. Golgoth, c'est un vieux mot en fait que personne comprend à part moi. Bonsoir et bravo. Merci. Je me demandais comment vous avez choisi les enfants pour le film. Alors, déjà, j'avais un principe, c'était je prends tout le monde, tous ceux qui veulent, ils sont dans le film, parce que je voulais pas dire toi, pas toi, pas toi. Et puis il y avait besoin de plein d'enfants, quoi, parce qu'on a tourné en dehors des cours, hein, c'est pendant les vacances, tout est mis en scène, les scènes quand ils rentrent, ils enlèvent les capuches, tout ça, c'est pas un vrai. La partie documentaire, c'est leurs paroles, mais après les autres, c'est mis en scène. Et après, donc il y en a 120 dans le film. Et puis je disais, mais j'en cherche certains d'entre vous on disait à chacun, est-ce que tu serais prêt à répondre à 200 questions que tu connais pas à l'avance ? Il y aura 2 caméras, il y aura une équipe de 12 personnes qui va écouter, qui va être là. On était moins, on était 6 ou 7, tout le monde, on faisait sortir un maximum de gens. Donc il y en a plein qui disaient, ah non, moi je veux pas, je veux être dans le film et je veux pas faire ça. Et après, je dirais qu'à la fin, il y en avait peut-être 40 qui restaient. Et l'équilibre, il s'est fait
pour être représentatif comme une grosse tranche de gâteau d'un collège, quoi. Petit, grand, garçon, fille, timide, très réservé, voire effacé, fanfaron, sportif, quoi. Pour être représentatif de l'adolescence, du collège, voilà. Et puis ça s'est fait à peu près comme ça. Puis après on voyait aussi ces 40, voir vraiment s'ils parlaient, s'ils étaient prêts à jouer le jeu. Donc toute la partie question, c'est vraiment un documentaire. Ça n'a pas du tout été préparé, c'est des réponses spontanées à chaque fois. Oui. Oui, rien n'est écrit, c'est vraiment... Parce qu'il y a quand même des personnalités fortes parmi les enfants qui ont été remarquées. Par exemple, Régis, on peut se demander si parfois on l'a un peu guidé sur le rôle qu'il avait à tenir, mais en fait... Non, il est comme ça dans la vie, quoi. C'est ce que me disait sa prof de français là, il y a 3 jours. Elle disait, Régis, quand il rentrait en 4e en cours, t'as l'impression qu'il est sur un podium, tu vois. Il est comme ça dans la vie, quoi. Non, les feux de l'amour, c'est lui qui est parti dans son... On savait qu'il adorait les feux de l'amour, il connaissait, mais... Voilà. On va dire il a un côté personnage, mais déjà dans sa vie, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a facilité dans votre démarche et à l'inverse, qui vous a posé des freins? Non, mais je la comprends. Je vais t'aider à réfléchir un petit peu. Ça fait 3 jours que le film est sorti. Ça fait 3 jours qu'il est en promotion. C'est-à-dire, en fait, dès qu'un film sort en salle... Non, souvent... ça fait 2 mois. Oui. Non, mais il est sorti... Il fait beaucoup de télévision en ce moment. Il fait beaucoup de rencontres aussi à la radio. Donc, s'il est un petit peu fatigué, prenez-en conscience. Mais voilà. Donc, c'était juste pour... ça te laisse du temps comme ça pour réfléchir. Il a le cerveau harmonie, c'est normal. Ouais. Non, mais j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui a été difficile dans toute cette aventure, ou dans le tournage plus particulièrement, dans tout? Ah oui, d'arriver dans un collège, moi, extérieur. Oui, bah c'est vrai que c'est impressionnant, en fait. La première fois que je suis arrivé et devant le collège, de voir 50 gamins qui te regardent, qui se foutent à moitié de ta gueule, ou pas, mais en tout cas qui te regardent avec des capuches tous, que je connais pas. J'ai mis du temps alors heureusement il y a une porte derrière pour les profs, et donc moi je passais par la porte derrière, puis c'est comme ça que ça se fait. Mais avant de passer la grille comme ça, ça prend du temps. Mais ça s'est fait, mais je l'ai fait. Et puis après c'est marrant puis après je connaissais tout le monde. Après il me disait bonjour Olivier, bonjour monsieur Babinet, bonjour Olivier Babinet, quoi. Mais en fait pour manifester ma présence dans le collège, au début quand j'ai fait les ateliers, j'ai détourné les sonneries du collège et j'ai passé de la musique à la place. Donc j'ai passé des morceaux de hip-hop, de la musique faite avec des Game Boy, des musiques d'Hitchcock, une musique de film. Et donc dans les classes, les gens ils dansaient et tout ça. Donc ils ont identifié qu'il y avait un mec un peu bizarre qui était arrivé. Et donc déjà ça a permis de m'identifier, et qu'après tout le monde vienne me voir. Puis les liens se sont tissés petit à petit. Mais à la fin, quand on préparait le film, j'aimais bien aller voir justement ceux qui me regardaient, genre t'approches pas de moi, quoi. Et d'aller, de forcer ça, c'est marrant. Les filles qui me regardaient, genre comme une crotte de chien, genre c'est celui-là, tout. C'est marrant. Ou les mecs. Mais parce que ça arrive des fois, des espèces d'attitudes de déjà t'es un adulte, t'es un quoi, voilà, il peut y avoir un côté comme ça, mais c'est enrichissant quand tu passes cette barrière-là, commence à parler. Mais mais rien n'a été véritablement dur. Moi, je me suis beaucoup enrichi. Toute cette expérience, elle était formidable. J'ai pas de mauvais souvenirs en fait. Non, Après sur le tournage qui a été c'est le premier jour qui a été le plus dur. Parce qu'on a tourné la scène des capuches, au début, quand ils enlèvent les capuches, et la scène où Régis il a son manteau de fourrure.
Et les enfants, ils étaient là, donc ils viennent, on les convoque à 6h30 du matin, ils étaient je sais plus combien pour cette scène, beaucoup quoi, ils devaient être 80. Et puis ils se plaignaient beaucoup. Oh mais on est fatigant, il est tôt, oh non, on refait une prise. Et même les protagonistes principaux, quoi, ils étaient comme ça. Et je me suis dit, mais on va jamais tenir tout le temps du tournage. Ces scènes-là, on attaquait 2-3 semaines de tournage. Et alors qu'en fait, après, ça s'est très bien passé. Ils venaient, ils sont habitués au rythme et tout ça. Et puis la scène du manteau de fourrure était vraiment fatigante parce qu'on était dans un hall, ils criaient, ils étaient surexcités. Et là, on s'est dit, on va être mort. Mais en fait, bon, tout le reste, c'était super. Vraiment. Bonsoir et merci pour ce beau documentaire. J'avais une question, c'est de savoir sur le thème le plus difficile sur lequel les enfants sont exprimés. Enfin, parce qu'on voit qu'ils se confient beaucoup, mais est-ce qu'il y a des thèmes qui ont été vraiment durs à faire émerger ou pas? Je dirais, pour moi, ce qui était dur, c'est émotionnellement en fait. Quand il y a quelqu'un en face qui raconte une histoire qui l'a fait souffrir ou très personnelle et tout, moi en face c'est comme si je recevais ça en pleine face quoi. Donc je suis là, j'ai du mal à parler en fait. Donc ça c'est voilà, quand Aïssatou elle dit Aïssatou c'est la fille, donc il n'arrive pas à dire son nom. On en a tous croisé, je veux dire, où qu'on ait grandi dans n'importe quel collège, il y a toujours quelqu'un comme ça, on se moque, surtout c'est un âge où on est cruel, on se moque d'elle, elle dit rien, et puis là tout d'un coup, elle a dit la parole des exclus, quand elle dit des rejetés, quoi, quand elle dit je suis comme un fantôme, je sais pas trop ce que c'est être ami, c'est d'une puissance et d'un courage d'ailleurs de dire ça. C'est impressionnant quand tu es en face, tu entends ça, tu es là. Alors... Ouais, Aïssatou, on voit du bois. Ouais. Voilà, ou quand Paul a raconté l'histoire de son père qui est devenu fou, les autres qui se moquent, c'est des moments. C'est comme quand vous voyez le film, j'imagine, quoi. Il y a des émotions qui. Mais. Avec Paul, après l'entretien, où il a quand même, j'étais très étonné qu'il me raconte tout en fait, et qu'il me fasse cette confiance là aussi. Il fait de la batterie donc, et moi j'ai fait de la batterie aussi, et on était à côté de la salle de musique, et on a joué tous les deux. Après il y avait des congas et de la batterie, on a joué pendant 1 heure jusqu'à transpirer et tout ça. C'est un grand souvenir quoi. Genre le truc il avait sorti et puis après on s'est défoulé sur les instruments, c'était bien. Quand un enfant était interviewé, est-ce qu'il y avait d'autres enfants qui écoutaient ou est-ce qu'il était seul avec vous? Non, ils étaient seuls. Il n'y avait jamais d'autres enfants qui écoutaient et ça n'aurait pas marché sinon. Parce qu'en groupe, un groupe d'adolescents, c'est pas possible cette parole-là. Parce qu'ils vont se moquer, ils vont rigoler, ils vont faire les malins. Après, quand ils sont seuls, ils font moins les malins. Mais c'est le dispositif, c'est la manière dont je l'ai filmé qui s'était prévu, je l'avais écrit comme ça. Moi en fait, je voulais donner l'impression qu'une communauté se crée au fur et à mesure et puis qui s'écoutent les uns les autres. Et un peu que c'était comme le collège, c'était comme si c'était l'intérieur de leur tête, un espace mental comme ça, un peu la vie quotidienne s'est arrêtée tout d'un coup, au détour d'un couloir, il y en a un, il allait peut-être en perm, l'autre il allait en maths, puis il s'arrête, il nous parle. Et comme mon idée était de rentrer à l'intérieur de leur tête, j'imaginais le collège un peu comme l'intérieur d'un cerveau un peu labyrinthique, comme ça, bleu. Mais voilà, mais c'est au montage qu'on a donné cette sensation qui s'écoute, mais je pense, sans jamais trahir ce qu'ils pensent fondamentalement. Quand Paul raconte qu'il fait les papiers et tout ça, il y a un plan d'Abou qui écoute et qui a l'air d'avoir de l'empathie pour lui. Mais on sait que Abou fait aussi les papiers pour ses parents. Quand Astan dit les Français, on peut pas vivre ensemble,
y a un plan de Naïla, on sent qu'elle n'est pas d'accord, on le sait par ailleurs, et puis Régis, il fait une grimace parce que lui, il voudrait vivre place de la Madeleine, et il pense pas la même chose. Bonsoir. Bonsoir. En fait, vous dites que les réponses sont spontanées, c'est impressionnant parce qu'elles sont toutes très fortes et très originales aussi. Mais du coup, vous, en les interrogeant comme ça, quel message vous vouliez faire passer par ce documentaire? Est-ce qu'il y en avait un à faire passer avant de le faire? Parce qu'au début, vous nous avez dit, avant le film, vous nous avez dit il fallait absolument que je les filme, mais pourquoi il fallait absolument les filmer? Voilà. Bon, d'une part parce que si dans mon coin j'avais imaginé un film qui se passe en banlieue et tout ça, j'aurais jamais imaginé des personnages comme ça. Donc je voulais qu'on voit qui étaient vraiment ces enfants et le côté surprenant de leur personnalité. Il y en a 11 dans le film et j'ai l'impression que ça aurait pu être 100, quoi. Ils avaient tous, chacun une histoire à raconter. Et peut-être que c'est aussi parce que on a tendance à... les jeunes des cités, il y a des mots fourre-tout comme ça, on dit les racailles, les caïras. On fait même plus attention à ce que ça veut dire, mais c'est des mots qui sont affreux en fait. Racaille, ça veut dire... c'est la racaille, quoi. Et c'est insultant. Et donc je voulais montrer des individus, et c'est pas une population qu'on peut mettre dans le même sac comme ça. Il y a des caractères différents et des personnalités différentes et surprenantes avec des couches qu'on découvre. Ils sont pas là où on les attend. C'était un peu pour lutter contre cette représentation, voilà, généralisée. Et aussi, il y a je trouve une mythologie du film de banlieue. On va souvent représenter des trafiquants, délinquants, une histoire qui se termine mal. On va dire dans les archétypes, la fille voilée forcément victime, le grand frère forcément violent. Moi je voulais montrer ce que j'ai vu, quoi. Et donc autre chose. C'est moins spectaculaire. C'est moins spectaculaire que de représenter des trafiquants. C'est pour ça que les chaînes de télé elles vont toujours filmer les guetteurs et avec des visages floutés. Mais une cité, il y a plein d'autres choses autour. Donc je voulais montrer tout ça, mais je me suis efforcé de le rendre spectaculaire comme je pouvais, avec la mise en scène, avec les entretiens, trouver des idées, changer les rythmes, rendre hommage à l'humour aussi qu'il y a dans les cités, que ça soit marrant, que ça soit émouvant, que ça soit... Voilà. Pour qu'on entende la parole des enfants. Et les vérités qui sortent de leur bouche. Donc vous vouliez en fait un peu casser l'image qu'on a en général des banlieues. Mais est-ce que vous étiez déjà fait cette idée-là des banlieues, ou est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez... J'ai pas entendu, est-ce que j'étais quoi? Est-ce que vous avez découvert des choses en réalisant ce film, ou est-ce que c'est vraiment une idée que vous vouliez au départ déjà montrer aux spectateurs? C'est-à-dire un peu casser cette idée qu'on se fait des banlieues. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez découvert en réalisant le film, ou est-ce que c'était l'objectif vraiment au départ avant d'entamer ce projet? Je pense que c'était l'objectif au départ, oui. C'était l'objectif au départ, dès le départ. Voilà. Puis après, à la fois je découvrais, mais j'étais déjà allé dans des cités quand j'étais adolescent, et puis j'ai grandi, j'étais à l'école de la République, donc j'ai traîné avec des enfants d'origine, de plein d'origines, quand j'étais jeune, quoi. Donc j'avais l'impression aussi de renouer avec finalement mon enfance et mon adolescence aussi. Et je pense que j'étais curieux aussi. Quand je dis que je voulais rentrer dans leur tête, c'est que je voulais savoir plus comment ils étaient. Parce que pendant 2 ans, j'avais côtoyé. Il y en avait certains, on s'entendait bien, Aaron et Abouille. On mangeait à la cantine ensemble, ils venaient me voir. Voilà, on avait des liens d'amitié. On a une différence d'âge, mais disons... parce que je n'étais pas vraiment un prof, j'étais un réalisateur en résidence, c'est un peu particulier, quoi. Mais oui, il y avait sûrement une forme de curiosité, en fait, aussi.
Oui, une autre question. Comment vous avez maintenu en état d'alerte tous ces jeunes qui peuvent partir dans tous les sens, surtout collégiens? Parce que ça a duré un certain temps. Entre, Ah oui, pour arriver à tourner, quoi. à tourner, à les faire, leur donner entre guillemets envie de participer à cette aventure. Bah, c'est beaucoup de travail en amont, de dire voilà, on fait un film, venez, hein, les autorisations parentales, les papiers, les enfants qu'oublient. Mais en fait, j'avais tourné un clip au bout des 2 ans. Je les ai aidés à faire 8 films et après, moi, j'ai tourné un clip avec mon équipe, avec le même chef opérateur. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils crevaient l'écran en fait, tout de suite. Ils avaient tous quelque chose à défendre. Et alors ils se marraient, des fois ils regardaient la caméra, mais en allant chercher. C'est pour ça que le montage est long, parce qu'il faut aller chercher les moments où ça tient, quoi. Et puis au bout d'un moment, ça s'apprend, ils regardent plus la caméra. Mais non, moi j'ai adoré ça, quoi. C'est marrant. En fait, c'est une histoire de distance de la caméra un peu, de pas être trop près. Et puis je trouve c'est fou avec les enfants, parce que par exemple quand ils choisissent les équipes là de sport, ils oublient complètement la caméra. Ils veulent être ceux qui veulent choisir les équipes, ils veulent la meilleure équipe possible, ou ils veulent leurs copains dedans, et ceux en face, ils veulent être choisis. Et donc ils sont complètement à fond, ils oublient totalement la caméra. Et quand on voit les images, on dirait quoi, on est complètement dedans, ils sont complètement dedans. Et puis quand je dis, bon, on a fait une prise avec 2 caméras où il s'est passé, ça s'est passé comme ça, quoi. Et Emir, c'est le petit garçon là qui a les lunettes et tout, il a vraiment été choisi en dernier. Et après, leur refait refaire à peu près dans le même ordre pour avoir des gros plans des autres et tout ça. Et là, ils voulaient jouer au foot en fait. Non, et quoi, leur but c'est de jouer au foot, c'est pas de. Donc il n'y a pas de distance, quoi. Et ça, c'est génial. Ou alors, des fois, ils voulaient pas. Je sais pas, j'ai un plan là dans cette scène du foot où il y a Aaron et Abou qui sont assis. Et je voulais les filmer tous les deux, et voilà, ils doivent se lever à un moment. Et là, il y a plein de gamins qui sont venus qui ont dit oh, nous aussi, on va être dans le plan, moi j'attends depuis ce matin et tout ça. Et ils sortent pas du plan, il y en a 10, quoi. Mais alors ça, c'est. Puis alors, au bout d'un moment, je dis bon, bah ok, alors on filme, et du coup, ça déborde de vie. C'est comme des particules de vie dans tous les sens, des balles de ping-pong qui rebondissent dans le cadre, quoi. Il y a un truc très puissant et qui est passionnant à filmer, quoi. Ou je sais pas, quand à un moment dans la cour, ils parlent à ceux qui parlent de GTA, quand ils disent mais c'est pas un film ça, on avait la caméra, on leur avait demandé de tous s'asseoir sur les bancs, et puis on faisait comme un tournage, on est 40, une équipe de 30 personnes, il n'y a pas beaucoup de temps pour tourner, faut avancer et tout, mais on mettait la caméra et en gros, allez-y, vous parlez de ce que vous voulez, et puis voilà, ça donnait ça, quoi. Ou les autres qui chantaient, quoi. Il se passait à chaque fois un truc, ils étaient complètement dedans. Puis c'était marrant d'être dans un collège qui est un endroit très réglementé, qui est un peu un côté carcéral, mais hors des cours, en train de faire un film, donc on avait les clés, quoi. Donc eux, c'est comme des vacances super, il y a des garçons, des filles, il fait beau, on fait un film. Je sais pas, c'est marrant, quoi. C'est entre la colo, il y a un truc de liberté très grand. Puisque nous, on faisait attention qu'il ne se passe pas n'importe quoi, mais en même temps, on les laissait jouer au foot dans les couloirs du collège, par exemple. Faut pas que le principal entende ça, mais. Oui, bonsoir. En tout cas, j'ai trouvé ça très sympa comme documentaire. En fait, j'ai plus trop de questions, parce que vous avez déjà répondu à plusieurs questions auxquelles je voulais vous soumettre, mais c'est juste des petites constatations. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sympa. Bon, moi, je vis ici, à Chilly, je vis bien. Bon, je peux pas dire que je connaisse bien la cité, tout ça, parce que, bon, sur Chilly, c'est pas trop le cas, je pense. Enfin, c'est pas à ce point de vue-là, même si on a, bon, voilà. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympathique de voir quand même du positif. C'est ça qui ressort, parce que c'est pas un film, justement, sur les cités. C'est vraiment sur les personnes. Et voilà, qui se donnent un rôle. Mais en fait, quand on les prend individuellement, après, on voit qu'il y a de la réflexion derrière. Comme certains jeunes qui peuvent être là dans la salle ce soir. Bon, ils font les malins, là, ils rigolent depuis le début du film. Bon, en fin de compte, on aimerait bien aussi les entendre. Parce que c'est bien de parler pendant le film.
ce serait bien de donner aussi son avis pour voir ce qu'ils ressentent eux en tant que jeunes. Moi ça va, hein. Moi j'ai des enfants qui sont adultes, hein. Donc maintenant je ressens peut-être pas la même chose. Mais après sinon j'ai trouvé ça très sympa et je me doute bien qu'il y a quand même ce qui ressort du film, je pense c'est quand même voilà, une note d'optimisme et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, après j'ai pas trop de questions, mais c'est vrai que moi ça m'aurait fait plaisir d'entendre des jeunes qui réagissent, qui disent ce qu'ils ressentent, parce que c'est quand même un film qui leur a un peu consacré et justement qui essaye de pas les montrer sous un jour pourri, quoi, comme soi-disant on les montre tout le temps. Donc voilà. Après maintenant je me doute bien parce que quand même je suis dans le milieu social et paramédical et tout, donc je côtoie aussi voilà. Enfin, je pense qu'on n'est pas non plus, ici dans le coin, on n'est pas au stade, on n'est pas dans ce style de banlieue, je pense. Maintenant, peut-être je me trompe, mais sur Chilly même, je pense pas. Donc voilà, pour mettre quelque chose au point. Donc, d'ailleurs, c'est peut-être un truc dont vous pouvez parler. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre votre cité et les cités d'Aulnay-de-Sevran? Qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui est pas pareil? Je sais pas. Hein. Vous avez peut-être un truc à dire là-dessus. Je ne veux rien dire dessus. moi, je veux entendre justement des avis. Quoi. Moi, maintenant, peut-être moi, je suis un peu sorti du truc, je suis un peu plus vieux. On n'est jamais vieux, monsieur. Je ne pense pas. Bonsoir. Je sais pas s'il m'entend. Ça ressemble pas? Oui. Je crois qu'il y a une personne qui veut parler là-bas au fond. Bonsoir. Ouais, levez la main, voilà. Je voulais simplement savoir par rapport aux jeunes que vous... Ah, par rapport au... Allô? Je n'entends pas. C'est par rapport aux jeunes que vous avez choisis, vous avez dit 11 principaux, et je voudrais savoir, en fait, non pas comment vous les avez... Enfin, comment vous les avez choisis, et est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez dû, entre guillemets, écarter, dans le sens où on voit bien qu'il y a certains jeunes, je pense que vous avez dû gratter un peu au départ, je pensais à Issatou, notamment, ça doit pas être le genre de jeunes facile à capter justement au départ. Il y en a d'autres qui eux vont naturellement plus manger la caméra et aller vers vous du fait qu'ils soient expansifs ou quoi ou qu'est-ce. Mais il y a d'autres jeunes justement plus timides, ou même la petite qui est en 6e qui parle de Mickey. Je pense que c'est pareil. Elle se lâche, elle se confie, elle fait un lâcher prise qui est impressionnant face à la caméra. Mais à côté de ça, je pense pas que on peut la choper forcément comme ça tout de suite, parce qu'elle a son univers à elle vraiment très, très fort et très particulier. Et donc je voulais savoir à quel moment il y en a que vous avez dû, s'il y en a que vous avez dû un petit peu écarter, ou est-ce qu'ils se sont écartés d'eux-mêmes, je sais pas. Voilà, non, il y en a pas qui ont été écartés. Par contre, il y en a qui ont... Il y a une fille par exemple qui voulait absolument être dans le film et qui avait l'air super et tout, et qui avait des gros problèmes de violence à la maison. Elle a fait une fugue en 4e, 2 semaines, elle a disparu. Et en fait, un jour, elle est venue au collège avec ses valises, elle a dit je veux pas revenir chez moi. Je parlais avec elle, elle avait peur d'être placée à la campagne. Elle me disait moi je suis une citadine, j'ai peur des limaces, je veux pas aller à la campagne. Et donc par décision de justice, pour la protéger, elle a été placée à la campagne. Et moi j'ai essayé de la retrouver par tous les moyens, le rectorat, par le collège, mais on pouvait pas parce que c'était pour la protéger, on pouvait pas savoir. Donc elle n'a pas été dans le film alors que je savais qu'elle voulait vraiment le faire. Ou il y en a un autre qui s'appelle Darrell, qui fait finalement un des 3 fuyards là, qui pète l'alarme et qui court autour du chameau. Et Darrell, lui, sa mère, elle l'avait envoyé en Haïti. On a essayé de le faire revenir, machin. On voulait même payer le billet, mais ça s'est pas fait. Donc il y a eu des choses comme ça, où il y avait un blanc, un polonais, et qui devait être dans le film, et il n'est pas venu. Et 3 mois après, sur Facebook, il m'a dit ouais, j'étais allé refaire les papiers. Je pense qu'ils ont dû repartir en Pologne. Donc il y a eu des choses comme ça, c'est plus ça qui s'est passé. Mais du coup, il y en a d'autres qui ont été là. Paul a failli pas y être parce que son père voulait plus qu'il soit dedans. Et ça a été très dur de récupérer Paul. Ça a pris des mois en fait. Il avait déjà fait tout son entretien et puis son père voulait plus. Et sa mère disait arrêtez d'appeler, c'est dangereux. Voilà, quoi. C'était dangereux pour elle, pour les enfants. Mais bon, finalement, on a réussi, on a retrouvé où il était au lycée. Je savais même pas où il était parti au lycée. Par une autre fille que je connaissais qui me l'a dit. Et j'ai appelé le CPE. Le CPE, il a convoqué la mère pour lui expliquer
que c'était bien de faire le film. Et puis moi j'y suis allé, pour le coup j'ai mis un costard, cravate, et j'ai parlé comme un prof ce coup-ci parce que son père voulait pas, parce qu'il voulait pas que ça perturbe ses études en fait. Il était dans une position comme ça très dure par rapport à ça. Puis finalement on a déjeuné là-bas, et puis Paul a été dans le film. Et lui je savais qu'il avait vachement envie de le faire. Et c'est après qu'on a fait la chorégraphie, qu'on a fait tous les trucs, toutes ces scènes-là. Je réponds à peu près à votre question. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour ce film. Je voulais vous poser une question. Quel est l'intérêt de faire ce film? Enfin. Moi j'aurais envie de te retourner la question en fait. Parce que c'est toi qui l'as vu, donc est-ce que tu penses qu'il a un... Quoi ? Le fait de travailler avec les jeunes, vous ressentez quoi en fait? Ah, moi ? Oui. Parce que ça c'est une autre question, mais elle est bien. Moi je dirais que ça... non pas que ma vie n'avait pas de sens, hein, parce qu'elle en a par ailleurs, mais ça m'a donné un peu du sens à ma vie. Parce que j'ai l'impression de transmettre quelque chose, tu vois, d'essayer de faire quelque chose, d'apprendre. Certains ont découvert les métiers du cinéma, parce que généralement les jeunes ils viennent tous, vous faites du cinéma, moi ils venaient, vous êtes Spielberg, je veux être acteur. Puis bon, moi je commence à les refroidir, c'est la première chose que je fais, je dis acteur c'est dur, tous les acteurs que je connais ils galèrent. Il faut il faut déjà avoir un boulot à côté, que ça soit une passion, parce qu'attendre que le téléphone sonne avant que quelqu'un te dise que tu vas avoir un rôle. Quand je dis je les refroidis, je les décourage pas, mais je suis concret. Mais après, ils ont découvert aussi les métiers du cinéma, il y en a plein. Et c'est des métiers où on peut encore se former sur le tas. C'est l'industrie du spectacle en France, c'est plus gros que l'industrie automobile. Il y a plus d'emplois. Donc il y a plein de métiers là-dedans. Donc quand de voir une équipe avec les machinaux, les électros, la régie, on est comme un commando militaire, une équipe de tournage. Les talkie-walkie, bloquer les rues, on est hyper organisé. Et donc ils ont vu tout ça. Ils ont Nazario par exemple qui a les cheveux frisés là, qui est en famille d'accueil. Il revenait tous les jours pour aider l'équipe et il s'est vachement bien entendu avec le chef électro. Il commençait à comprendre et là il va faire un stage avec Miwash, il s'appelle Miwash le chef électro. Il va faire un stage et peut-être il va devenir électro, je sais pas, parce qu'il a encore changé d'avis, mais donc ça oui je suis content de ce genre de choses quoi. Et puis je suis content aussi on vit quand même une période assez pas très heureuse en France et pleine de tensions et t'as l'impression que la société se fissure, les gens sont dressés les uns contre les autres et les hommes politiques mettent de l'huile sur le feu en permanence, c'est des pyromanes. Et donc de faire un film comme ça, si ça peut servir un peu c'est qu'une goutte d'eau dans un océan de merde, hein, mais un petit peu à recoller quelques morceaux, quoi. Et comment on leur présente ça? Comment tu leur présentes? Est-ce que tu leur dis, je fais un film sur vous, je fais un film avec vous, vous allez être des comédiens, c'est un documentaire, vous allez être payés? J'ai vu qu'il y avait des séquences qui nous donnent l'impression aussi par moment où c'est un clip, et je sais, puisque j'ai fait une résidence ici, dans la tête de certains jeunes ou de certains spectateurs, tout simplement, on a du mal à faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre du rêve, en fait. Moi, je leur dis, vous n'êtes pas acteur, c'est un documentaire, c'est vous, c'est votre parole, donc c'est vous. Pour ce qui est de l'argent, je leur dis, en France, un documentaire, c'est la déontologie, on ne paye pas les gens, parce que si on commence à les payer, c'est plus un documentaire, quoi, c'est... Et il y a eu un précédent, il y a eu un film qui s'appelle Être et avoir sur une classe d'enfants qui a été suivi pendant 1 an et filmé. Et le film a très bien marché, a eu le César du meilleur documentaire. Et le prof qui avait été filmé pendant 1 an, il a attaqué la production en disant « Je suis auteur de mes cours ». Mais il a perdu le procès, ça a fait jurisprudence, parce que quand on fait un documentaire, on ne paye pas les gens, sinon on rentre dans quelque chose qui n'est plus du documentaire.
Après, c'est vrai qu'il y avait des scènes hybrides parce qu'ils jouent, quand Régis a son manteau de fourrure ou quand Paul danse, c'est vrai qu'on n'est pas... Mais nous, on l'a déclaré, c'est un documentaire, le cœur du film est un documentaire. Puis après, si on avait commencé à payer certains, pas d'autres, quoi, ça aurait pu être, de toute façon, ça aurait pas été possible. Ou alors, il aurait fallu faire complètement une fiction et payer tout le monde. Mais là, c'est un documentaire. Et voilà, c'est comme ça. Il y a plein de séquences justement, où même toi, en règle générale, quand tu parles donc de ce film-là, tu dis voilà, tu as fait un documentaire en utilisant les armes de la fiction. Il y a des séquences où il y a des drones ou des soucoupes volantes, la musique, le ralenti. Enfin, est-ce que tu peux me dire, voilà, sur tous les autres éléments que tu t'es appuyé, sur lesquels tu t'es appuyé, pardon, pour te dire voilà, là, je suis plus dans un registre de la fiction. En fait, j'ai à la fois réfléchi et pas complètement réfléchi. Je me suis laissé porter par avec une grande liberté et j'avais pas trop de dogmes. Des fois, quand on fait de la fiction, des films, on se donne des règles un petit peu, quoi. Et là, je partais toujours de l'énergie des séquences, des enfants, de tiens, bah là, il y a du ralenti, quoi. C'était presque organique, quoi. Et peut-être parce que j'avais jamais fait de documentaire et que j'avais pas du coup de dogme de documentariste, je me suis permis comment on dit, transgresser des lois habituelles du documentaire. Mais effectivement, oui, après. Puis comme ça part de eux, le fait qu'il y ait des passages qui fassent clip, ça pourrait être un clip de R&B ou de hip-hop, ou quoi, il y a des séquences comme celle du manteau de fourrure. Bah c'est aussi parce que comme j'essaye d'être dans leur tête, j'essaye d'être de coller avec ça, quoi. Régis il dit je suis pas Beyoncé, mais quoi, je suis populaire mais je suis pas Beyoncé. Bon ben je le filme comme Beyoncé, quoi. Et après les drones de la police, c'est pas des scouts volants, quoi, c'est des drones de la police qui ça part aussi des enfants, parce que quand Naïla elle dit les drones ils seront tout petits, ils iront dans tes cheveux, ils rapporteront des informations à la police. J'ai rajouté les petits drones parce qu'elle a dit ça. Et après, récemment avec ce qui s'est passé à la Grande Borne, le fait divers, là, les policiers il y en a un qui a été brûlé. Manuel Valls, il a dit après qu'il fallait envoyer. Châtillon, c'était. Quoi ? C'était à Viry-Châtillon. Ah, c'était pas à la Grande Borne ? Il y a eu la Grande Borne aussi ? Ouais. Ah, j'ai pas entendu. Manuel Valls, il a dit qu'il faut envoyer des drones dans les cités. Donc c'est à la fois c'est de l'anticipation, mais ça, la police utilise déjà des drones. À Saint-Denis, au moment de l'assaut, ils ont envoyé des drones, ils ont envoyé des robots. Donc et il y aura toujours des Régis ou des habitants qui mettront leur nœud pape. C'est ça que je voulais montrer aussi. C'est comme toujours, quoi. Moi, j'ai des questions en fait quand je vois ton film. Enfin, une qui est importante à mes yeux, c'est cette distinction en fait qu'on peut se faire entre si on est une personne ou si on devient un personnage. Voilà. Enfin, j'ai vraiment cette question parce que dans le film, effectivement, quand on voit Régis avec le nœud pape ou on voit Paul, donc il y a différents costumes, et que je sais que par moments tu les mets en scène. Voilà, je me demande à partir de quel moment où on peut les penser comme personnages ou plutôt comme les vraies personnes qu'ils sont dans la vie, en fait. Les personnes qui sont dans la vie, c'est dans les entretiens. Mais après, les séquences de vie quotidienne, c'est eux, je pense, c'est proche d'eux, quand ils s'endorment, quand les petites filles se font réveiller parce qu'il y a une descente de police. Et puis c'est très documenté aussi, les guetteurs, tous les détails, les gamins déscolarisés qui dorment dans les voitures, le fait que c'est propre, qu'ils balayent parce qu'ils vivent là, qu'ils ont des consoles. Tout ça, c'est des choses qui m'ont été racontées par notamment une fille que j'avais eue dans un atelier qui vit dans un endroit où il y a des guetteurs qui lui tiennent la porte. Salut Sarah, comment tu vas ?
Donc je suis toujours parti quand même. Ces parties-là, je pense qu'elles sont proches de la réalité. Mais après, quand on part dans un fantasme ou dans la science-fiction ou dans la comédie musicale, oui, bah là c'est, là on joue. Ouais, on joue. Mais le sentiment global qui reste quand même sur le film, où il y a beaucoup de couleurs, où il y a la lumière qui est très travaillée, où il y a des animaux, il y a des lapins dans le collège, un dromadaire ou un chameau, semble-t-il, des perruches. Enfin voilà, il y a tout un univers un peu angélique en fait, je pense, monsieur. Enfin, moi je sais pas pour vous, mais c'est ma fille qui m'a fait découvrir un bonbon qui s'appelle les têtes brûlées. Je sais pas si tu connais. Tu sais, c'est le bonbon qui est un peu acide là. Et quand je vois ton film, en fait, ça me donne cette sensation-là, en fait. J'ai le sentiment d'être dans une certaine réalité parce que ce que certains adolescents racontent, je le connais ou j'en ai déjà entendu parler. Et dans le même temps, je me sens super loin, limite dans le cosmos, parce que je vois une perruche là, je vois un dromadaire là, et des personnes habillées comme ça, je les côtoyerais pas dans la vraie vie. Donc, à Aulnay, il y a des perruches. Parce qu'il y a un container qui s'est renversé dans les années 80, dans l'aéroport le plus proche. Donc des fois, tu as 60 perruches vertes qui passent dans le ciel, elles nichent tout autour du collège et tout. C'est un peu comme à Chili d'ailleurs, je crois que au domaine du Bel-Labor, ouais, c'est vrai. Voilà. Comme il y a des rapaces qui nichent dans les infractuosités des bars. Parce que je dis ça parce qu'il y a un prof qui est un fou d'oiseaux, c'est lui qui leur fait la visite ornithologique là. Les lapins, on m'avait dit que c'est le prof de techno, il m'a dit le matin quand t'arrives tôt, il y a des lapins. Alors nous, on pouvait pas, comme on est 30, on va pas attendre que le lapin il décide de sortir du fourré et passer des heures à attendre. Donc on a ramené nos lapins, c'est vrai, ils sont un peu plus mignons que les lapins d'Aulnay, qui sont un peu plus urbains quoi. Mais j'en ai vu un à côté de la mosquée, il y en a par contre. Et le chameau, une fois, j'ai vu, il y avait un chameau en face du collège, là où il est, parce que il y avait un cirque. Alors, moi, je les ai collectées, toutes ces images, pendant le temps que j'ai passé là-bas. Ou les mamans qui pique-niquent, ou les joueurs de cricket indiens, tout ça, je l'ai vu. Et pour moi, ça forme un tout qui est la cité. Mais après, tu parles des couleurs. Les couleurs, on n'a rien repeint. Le collège, il a ces couleurs-là. Après, des fois, on dit que j'ai enjolivé. Mais je vois pas pourquoi tu filmes dans une cité, tu vas faire une image moche. Pourquoi moi, ce que j'aime au cinéma, c'est quand c'est beau. Quoi que je fasse, quel que soit le sujet. Alors donc un appartement haussmannien bourgeois à Paris, je vais l'éclairer bien, et puis un appartement de cité, je vais en rajouter, je vais faire de la merde, quoi. Non, j'ai envie que ça soit beau. Un film, c'est beau. Le son, je travaille l'image, quel que soit le sujet. C'est même pas quoi. Après, si un jour je décide de faire il y a des films géniaux. Je sais pas si vous avez vu Festen, un repas de famille qui dégénère, et c'est filmé comme un mariage avec une caméra qui tremble. Et c'est génial parce que t'as l'impression de voir un vrai mariage, et puis en fait c'est une histoire qui dégénère complètement parce que le père a abusé de son fils, et aujourd'hui le fils. Bonsoir. Je laisse les derniers arrivants s'installer tranquillement. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au cinéma François Truffaut à Chilly-Mazarin. Je suis ravi de vous voir encore pour la deuxième édition donc, du cycle Dialogue de cinéastes. Donc il y a des visages que je connais et qui me connaissent aussi. Oui, vous, je sais. Pour les autres, je vais me présenter. Donc je suis Atisso Medessou, je suis réalisateur donc, de films documentaires et de fiction. J'ai été en résidence artistique en fait dans ce cinéma, et donc pour la seconde fois, comme je vous l'indiquais, on fait le cycle Dialogue de cinéastes. Dialogue de cinéastes, le concept il est très simple en fait. C'est de vous projeter un film que vous allez voir là, dans quelques instants, et ensuite aussi de recevoir l'auteur, réalisateur donc du film, et d'échanger avec lui en fait sur la fabrication du film, sur
ce qu'il a voulu partager en fait avec vous les spectateurs donc sur ce film-là. Et surtout, pour moi, c'est aussi d'échanger avec lui sur ce qu'on appelle le langage de l'émotion, le langage cinématographique. Voilà. Ça vous a peut-être pas échappé, mais il y a un logo en fait qui concerne ce cycle. Et il y a le visage de Alfred Hitchcock et le visage de François Truffaut. C'est une des sources d'inspiration en fait pour ce cycle-là. C'est deux cinéastes en fait que moi j'apprécie particulièrement. Et modestement, ce dialogue de cinéastes s'inscrit dans cette conversation qu'ils ont pu eux avoir sur leurs films, sur la manière dont ils ont fabriqué ces films. Voilà. Comme on est à Chili Mazarin et comme on reçoit bien nos invités, et que vous avez la chance ce soir, donc, comme c'était prévu, donc d'avoir le réalisateur du film, donc je vais vous demander de l'applaudir, donc il s'appelle Olivier Babinet. Alors, je vais lui donner le micro pour introduire le film. Après la projection, donc comme vous l'avez compris, vous avez la possibilité donc de rester dans la salle pour partager avec nous vos émotions, vos questions par rapport au film. Et ensuite, dans un second temps, lui et moi, on va commencer à discuter. Mais c'est une discussion en fait où c'est véritablement une conversation à trois. C'est-à-dire que si vous voulez intervenir à un moment donné, vous en avez tout à fait la possibilité et la liberté surtout. Olivier, je te laisse présenter ton film. Merci beaucoup de m'accueillir. Et puis merci à vous d'être là, si nombreux. Et je pensais à quelque chose quand tu parles de Truffaut et Hitchcock, parce que moi je suis autodidacte, donc j'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai appris en faisant des films avec mes potes quand j'étais adolescent. On commençait par faire des romans photos, voilà, j'ai appris sur le tas. Et puis un jour j'ai croisé la route d'un réalisateur et il m'a dit il faut lire 2 livres, c'est Hitchcock-Truffaut. Et l'autre c'était la grammaire filmique. Donc Hitchcock-Truffaut, effectivement, c'est passionnant, quoi. Je sais pas s'il y en a qui s'intéressent au cinéma, mais parce que c'est très concret, on apprend beaucoup en lisant ce livre. Et puis la grammaire filmique, c'est un peu le Becherel du cinéma. Et en fait, en 30 pages, moi qui ai pas fait beaucoup d'études, c'est la première fois qu'un livre technique de grammaire m'intéressait, surtout que je détestais la grammaire française, c'était vraiment un truc que j'aimais pas du tout. Et en fait, en 30 pages de ce livre, j'ai appris les bases du cinéma. Parce que c'est vrai que c'est pas... Évidemment, après, ça m'a pris des années avant de faire ce film, mais on apprend assez rapidement les règles de base du cinéma. Et voilà. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire sur mon film ? Pour être un peu rapide... on m'a proposé de faire des ateliers avec des enfants à Aulnay-sous-Bois. Et pendant 2 ans, j'ai aidé des collégiens du collège Claude Debussy à Aulnay-sous-Bois. Donc c'est des enfants d'Aulnay et de Sevran. Je les ai aidés à faire des films avec les moyens du bord. Et pendant ces 2 années, je les ai aidés à réaliser 8 films qui étaient leurs films, des films fantastiques et des films de science-fiction. Et au bout de ces 2 ans, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un film sur eux, en fait. Et moi qui suis un réalisateur de fiction, qui n'ai jamais fait de documentaire, je me suis en quelque sorte forcé à faire un documentaire, mais que j'ai abordé comme une fiction. Mais tout ce que disent les protagonistes est vrai. C'est leur parole, quoi. C'est pas des dialogues. Mais vous verrez qu'après, il y a on en parlera, mais c'est un film particulier. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne projection en ce qui me concerne. Et je vais aller manger pendant ce temps, et puis je reviendrai après. Bonne projection.